Crisp, ça a été créé... Là, en plus, on me demandait juste avant. Ça a été créé quand exactement? En 2015. Presque 10 ans maintenant. Ouais. Mais vous avez commencé directement en école, c'est ça? C'est pas, ça n'a pas été... C'était un projet avant d'être une... En fait, avec Baptiste, on était dans une école d'ingénieurs dans une ville d'une vingtaine de milliers d'habitants. À Lannion, en On Bretagne. s'ennuyait un petit peu, tu vois. C'est le Far West. Mhm. Donc tu sais, on avait pas mal de temps libre, on s'ennuyait un petit peu et on avait envie juste d'apprendre des choses, de monter quelque chose, d'apprendre des choses nouvelles et de se sentir un peu connecté aussi peut-être à un écosystème tech qui était plus à Paris aussi à l'époque. Mhm. Et donc voilà, c'est la jeunesse de Crisp. On avait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas commencé dans le messaging avec Crisp. Enfin, c'était pas notre coup d'essai. Tous les deux, en fait, avant ça, depuis qu'on a nos 15 ans, on a appris à coder en faisant des systèmes de messaging. Donc moi, c'était du chat, Baptiste, c'était de l'email. Mhm. Donc on avait déjà en fait beaucoup de connaissances dans le messaging. Donc on n'était pas à le coup d'essai. Donc toutes les erreurs, je pense qu'on les a évitées au début. C'était quoi exactement, si vous pouvez me Ouais. présenter vite fait vos précédents Bon, projets? en fait, il faut s'imaginer qu'on est un peu deux clones. On s'est rencontrés sur le tard à l'école d'ingénieur dès le premier jour. En fait, moi, je revenais avec un copain d'un startup week-end. J'arrive très en retard en cours. Et en fait, on est au moment des présentations. Donc, nous, on dit ah, désolé, on est en retard. On arrive d'un startup week-end et tout. Et puis là, il y a un mec qui est juste après qui se présente, c'est Valérian. Moi, entrepreneur aussi. Et là, on se regarde. Copain. Tu veux pas faire un truc ce soir? Allez, viens à l'appart. Et ça a commencé comme ça. Ok. Puis après, au cours de l'année, en fait, Valérian, il me présente l'idée de Crisp. Et puis, on a commencé assez vite à travailler ensemble et à faire Crisp. Mais c'est vrai qu'avec Valérian, on a des parcours communs. Moi, Valérian, comme disait, lui, il a commencé à coder très tôt, à 15 ans. Moi, à peu près vers 12-13 ans. Et donc, en fait, on a commencé avant Crisp. Pas à faire des startups, mais à faire des side projects, quoi, des petits trucs qu'on met sur Internet gratos, et puis ça marche ou ça marche pas. Je vais vous révéler un secret, je pense, aujourd'hui. Enfin, Baptiste, tu le connais. C'est avant qu'on se rencontre, du coup, moi, bien avant, peut-être 2 ans avant, je voulais faire un service similaire à Crisp, mais j'étais seul. Et je voulais le nommer ChatSonic. C'était le nom de Crisp, avant Crisp. J'avais acheté le chatsonic.com. Au final, j'étais seul, donc je n'ai jamais commencé le service. C'est jamais motivant de commencer un projet seul. Mhm. Et ensuite, Crisp est finalement l'incarnation de ChatSonic. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas lancé directement quand tu voulais le lancer à l'époque? J'étais dans une école d'ingénieur qui était autre que celle-ci. J'avais vraiment trop de travail, fatigué. J'avais juste du temps pour faire un peu de freelancing pour payer les études, quoi, c'est tout. Et puis c'était quand même beaucoup de travail de lancer Crisp. Et en fait, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé Crisp, on s'est dit YOLO, on y va. Et puis 2 semaines plus tard, on n'en pouvait plus. C'était très très compliqué à faire. Oui. Et puis en fait, après, on a commencé à trouver des nouvelles méthodes. Et après, en fait, la nouvelle méthode de travail qu'on avait trouvée tous les deux, elle marchait très bien. On a pu faire Crisp en 3 mois à peu près. Parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble à ce moment-là, en fait. Ok. On était potes, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc on apprend aussi à travailler ensemble. Mhm. On n'avait jamais fait de projet ensemble à l'école. On a lancé Crisp en septembre 2015. Ok. Ouais. Et alors, c'était quoi cette fameuse méthode de travail? En fait, le problème qu'on avait, désolé, discussion de geek, mais il y a 2 manières de faire des logiciels, en gros. Soit ce qu'on appelle le monolithe, c'est en fait tu fais un logiciel et tu mets tout dedans, ou alors ce qu'on appelle le microservice. Et on avait commencé Crisp en monolithe, c'était hyper compliqué, on n'y arrivait plus. Et en fait, l'astuce de passer en microservice, ça a tout simplifié, parce qu'avec Valérian, on a tout cassé en trucs simples. Genre un truc qui gère l'API, un truc qui gère les notifs, un truc qui gère les mails, un truc qui gère la chatbox, etc. Et on a fait un contrat d'interface. Genre on a noté presque sur un papier, genre c'est ça le protocole de Crisp. Et on s'est défini tous les deux un standard d'interface qui est quasiment toujours le même aujourd'hui. Par exemple, le premier projet qu'on avait, c'était la bulle de discussion, la chatbox, ou le widget. En fait, moi, j'étais sur la partie interface de la chatbox et Baptiste était plutôt sur la partie serveur et librairie réseau. Et donc, en fait, Baptiste était derrière moi sur le canapé en train de coder la librairie, ce qu'on appelle la librairie client. Et la chatbox, historiquement, on appelle ça le client. Et du coup, en fait, Baptiste me disait tiens, j'ai une update pour toi, j'ai une fonction JavaScript à implémenter là pour, je sais pas, pour recevoir les mises à jour des messages ou les marqueurs de messages lus. Tiens, donc tu reçois cet événement-là, tu appelles cette fonction, et moi de mon côté, hop, ok, je prends l'interface, je fais npm install avec la mise à jour de la librairie, j'installe la mise à jour du serveur et je continue à implémenter. Et on était vraiment comme ça en cycle itératif, Ok. plus tendu.
Et donc, il y avait des morceaux de code à Baptiste qui étaient dans le projet sur lequel j'étais, mais en fait, c'était abstrait sous forme d'une librairie. Et voilà, et je pense que c'était un bon découpage au début. Hein. Et en fait, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, aujourd'hui, Crisp est toujours basé sur ces principes-là. Ok. Ça, c'est toujours exactement les mêmes principes partout. Ok. En fait, pour résumer un peu comment ça marche Crisp au niveau de la partie serveur, qui était, je pense, le plus gros chantier qu'on avait au début, c'est que tout est architecturé sous la forme d'un microservice. Donc, en fait, c'est des microservices développés en Node.js qui partagent des fonctions communes avec une librairie commune. Par exemple, pouvoir échanger un message avec un autre microservice. Donc, ça se fait à travers ce qu'on appelle un message broker. Donc, en fait, c'est un serveur que tu as au centre, que tu n'as pas développé. Un peu comme un serveur de base de données que tu n'as pas développé, que tu utilises pour stocker de la donnée. Et ton microservice, je sais pas, qui reçoit les événements de la chatbox à partir du WebSocket, va devoir peut-être envoyer un message pour stockage à un microservice qui gère le stockage des données sur une base de données type MongoDB. Et en fait, il va envoyer des événements JSON en fait, à travers un message broker. Donc, dans notre cas, on utilise RabbitMQ. Et ça permet de tout penser en mode temps réel, enfin événementiel. C'est-à-dire qu'on peut remonter un autre service à l'autre bout, peut remonter un événement temps réel au serveur WebSocket, qui permet de l'autre côté de servir l'événement à la chatbox via du WebSocket. Ok, d'accord. Bon, pour tous les auditeurs qui ne sont pas tech, en gros, il faut s'imaginer qu'on a un système central qui permet d'envoyer plein de messages et de les dispatcher à n'importe qui. Et c'est ça qui est génial, parce que comme Crisp a été conçu comme un système pour permettre de mettre en relation des entreprises et des clients, ça permet vraiment à des clients d'aller sur une page du site, puis une autre, etc. Et quand je t'envoie un message, on s'assure tout le temps que la personne au bout du fil elle reçoive son message instantanément. Et Crisp est super. En ce moment même, là, il doit y avoir à peu près 1 million de personnes connectées. Ce qui est énorme. Et c'est pour ça qu'en fait, tous les deux avec Valérian, tout de suite, on s'est dit... Enfin, nous, on est parti pour faire les choses en grand. Donc, on va faire les choses en grand. Et donc, certains pourraient se dire c'est un truc de geek de faire son architecture microservice hyper scalable. Mais en fait, aujourd'hui, on l'a toujours. Ça marche du feu de Dieu. Et on peut déployer comme ça coupe rien. Tous les jours, on fait des mises à jour de Crisp, peut-être une dizaine par jour. Hein. Et aujourd'hui, ce serveur dont je parlais, là, il route 10 000 événements à la seconde, en ce moment même, par exemple. Ok. Et c'est des événements utiles, c'est des messages, je sais pas, un ajout de carte bancaire, je sais pas, n'importe quoi, un visiteur sur un site. Ok. Et ça, c'est à Nantes, dans les bureaux de Crisp? Ah non, surtout tu pas. mets avant les bœufs. Léo. Ok. Non, on est dans le fin fond de la Bretagne, à Lannion. Il pleut souvent, on travaille tout le temps. Ok. Tout le temps, le matin, le midi, le soir, le week-end. Bon, entre-temps, donc Valérian, on est tous les deux en école d'ingénieur en alternance. Moi, j'arrête l'école d'ingénieur. Je m'ennuie. Donc, je pars à Paris. Et tu vas à 42 à ce moment? Exactement, 42 écoles privées, gratuites de code. Au final, je fais ma piscine à 42. Je reste pas très longtemps, parce qu'en fait, Crisp, ça marche. Ça marche. On trouve un arrangement avec 42 où en fait ils me font les tampons et moi je peux coder pour Crisp. Et puis tranquillement Crisp ça croît, mais c'est même pas tranquillement, ça commence en décembre 2015 à monter dur quoi. C'est là qu'on a découvert, je pense, tous les deux, entre tous les projets qu'on a fait dans le passé, vraiment quelque chose que j'avais entendu déjà en fait dans le passé mais que j'avais pas très bien compris. C'est success is obvious quoi. Enfin, en fait, quand ton produit a du succès, c'est évident, quoi. En fait, ça te pousse à avancer constamment. Et on voyait des marques de succès dès le début, parce que Crisp, en fait, quand on l'a commencé, bon, nous, Valérian, un peu de clone, pur ingénieur, notre produit n'est pas prêt, donc personne ne s'inscrira tant qu'on n'a pas décrété que c'est prêt. En fait, moi, j'ai un copain, Mathieu, il m'appelle et il me dit, mais moi, je peux pas m'inscrire. On lui dit, bah non, ça n'est pas prêt. Ouais. Allez, les gars, je peux m'inscrire quand même. Et Valérian, bon ok, allez, on fait sauter le mot de passe de la page, de la landing page. Et puis le lendemain, on se dit, mais il y a 10 inscrits, enfin il y a 10 entreprises qui commencent à utiliser le service. Oui, c'est ça, on va dormir la nuit, hop, tac, et on se lève le matin, et là, on voit dans la base de données, il y a des comptes utilisateurs. Et ouais, en fait, Mathieu avait envoyé des mails à plein de boîtes en disant, vous avez qu'à utiliser Crisp pour faire votre support client, c'est gratuit, ils sont en bêta, ils sont français. Et ça marchait. Et en fait, en un jour, comme ça, on a 10 utilisateurs, une entreprise qui nous utilise, et puis une semaine après 15, puis 20, et
hop, petit à petit. Et puis en fait, au bout de 3 mois, un de nos utilisateurs qui est québécois, il nous met sur Product Hunt. Product Hunt qui est à l'époque une landing page spécialisée en curation de produits du moment de start-up. Et quand on est là-dessus, c'est un carton énorme. En un jour, mais d'ailleurs, on n'était pas prévenus. On était un dimanche. Un dimanche, ouais. Et voilà, Valérian est en train de coder, puis on voit le Slack en mode clac, 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 clac. Genre ça s'inscrit tout le temps. Bah, qui c'est qui vous avez inscrit sur Product Hunt du coup? Un de nos utilisateurs, early adopter. C'est ce qu'on Le appelait, Québécois, non, tu parles? Je sais pas comment ça se dit aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, on disait t'as été hunté, quoi. Ok. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, c'est pas toi, qui a aimé ton produit et qui avait des. C'est une communauté fermée. Ok, Exactement. d'accord. Genre, il avait un compte Product Hunt, des accès, et en fait, il t'a hunté, quoi. Ok. Et c'était la seule façon d'accéder à Product Hunt à l'époque, en tout cas. Et combien d'utilisateurs du coup en l'espace d'une journée? 5000 5000. C'était énorme. Enfin, avec Valérian, après, du coup, fallait suivre parce que on faisait du follow the sun. En gros, Valérian bossait plutôt la journée, moi la nuit. Et on essayait de tout le temps garder ce momentum. Ok. Et alors, la grosse particularité de Crisp, grosse particularité, c'est un des points forts de Crisp, c'est que c'est une boîte autofinancée. Oui. Et la question, c'est quand on en est là, à ce moment-là, qu'on prend 5000 utilisateurs d'un coup, qu'on est un peu débordé, est-ce qu'on pense à lever des fonds, comme le font aujourd'hui beaucoup d'entreprises, ou pas? Je dirais pas tout de suite au début, Ouais. parce que les investisseurs ne viennent pas vers toi au début. Oh, si, quand même, dès le premier lancement de Product Hunt. Oui, je veux dire, après, il arrive un moment assez vite où tu commences à recevoir des emails des investisseurs, donc là, tu te poses la question. Ok. Mais on a toujours été un peu dans le doute, je pense, au début. Et après, on a rencontré un investisseur lors d'un événement à Malte, organisé par Hotjar, qui est le service qui te génère des heatmaps d'activités sur ton site, et qui était anciennement investisseur, qui ne l'est plus. Et il nous dit, on lui révèle en fait déjà combien de chiffre d'affaires on faisait, parce qu'on faisait déjà un bon chiffre d'affaires de boîte bootstrappée à l'époque. Un bon chiffre, c'était 5000 euros, 5000 dollars par mois, quoi. Et c'était cool, on était étudiants, tu vois. Et le mec nous dit, putain les mecs, vous faites combien? Enfin non, mais levez jamais d'argent, quoi. Enfin, continuez comme ça. En fait, il a vu nos stats et il a vu que si on faisait une courbe avec la croissance mensuelle, que en fait tu mettais en un an, ça servait à rien. Il nous a dit en fait, je sais plus en anglais, c'est en gros ça veut dire dès que vous voyez un investisseur, dites-lui poliment get away, quoi. Au revoir. Et là on est début 2016 du coup? Non, on est en 2017 là. Ouais. 2017, ok. Bon, entre temps, on a fait une nouvelle version de Crisp qui était quand même la V2 qui commençait. C'est vraiment le moment où on a eu ce qu'on appelle du market fit, et c'est le moment où Crisp a commencé à être populaire, et on parlait de Crisp, mais en fait nous on cherchait pas spécialement à lever ou à bootstrapper, c'est juste d'autres projetaient pour nous bon, les gars, pourquoi vous levez pas? Pourquoi on devrait lever en fait? C'est qu'une anecdote, c'est qu'une fois tu parlais à un gars sur Paris, je crois, et tu lui parles de Crisp et il te dit ouais, tu fais un SaaS. Ah oui. Tu ne savais pas ce que c'était un SaaS. Nous, on a commencé Crisp, on connaissait pas qu'on faisait un SaaS. Le terme n'était pas encore popularisé à ce moment-là. Bootstrap, ça voulait dire quoi? Oui. Nous, en fait, on a juste fait Crisp parce que ça nous passionnait. On ne savait pas spécialement. Oui, moi, je savais pas ce que c'était qu'un SaaS. Je savais pas ce que c'est du Bootstrap. J'avais 21 ans. Et on l'a fait parce que ça nous plaisait. Et nous, quand on faisait nos side projects avant, on réfléchissait pas du tout à ces trucs-là. Donc, surtout 2016, pardon, vous êtes un peu dans le flou sur est-ce qu'on va lever ou pas? Est-ce que... Alors déjà, il faut s'imaginer que Crisp, en ce moment-là, est gratuit. On n'a pas encore trouvé de business model. Ok. En fait, c'est aussi, on a un peu la flemme de coder le système de facturation. Ok. Tout à fait. Crisp n'a pas d'existence juridique légale. Oui, c'est pour ça que je vous demandais quand est-ce que pirate. ça avait été créé, quand est-ce que ça avait été lancé en tant que projet et quand est-ce que ça avait été... Après, c'est l'été en 2016, on crée la boîte. Le premier mois, on fait un chiffre d'affaires lamentable. Oui, de 25 euros ou 50 euros. Voilà, c'est moi sur le coup, je déprime. Je suis sur le point de trouver un CDI, quoi. Non, mais c'est pas je suis sur le point. J'étais à 2 doigts, je t'assure. Je vois. Mais tu le sais en plus. Oui, je sais. Et il se passe un truc, c'est qu'en fait, on a juste lancé ça en plein été.
Et les boîtes en été, elles sont en vacances. Le truc, c'est Au soleil. quand tu es étudiant, tu ne te rends pas compte de ces choses-là. Tu te rends pas compte de la valeur aussi de l'argent dans le monde du logiciel, en fait. Parce que toi, tu vis comme un étudiant. Et en fait, parfois aussi, tu peux sous-vendre en termes de valeur. Tu vois, ce que tu essaies de vendre, tu as des features qui ont énormément de valeur pour une boîte et tu peux vendre 10 € quelque chose qui en vaudrait 100, tu vois. Ouais. Donc, on n'avait pas ces valeurs-là. Et on savait pas finalement comment. On avait beau être en alternance, on se rendait même pas compte comment fonctionnait finalement l'économie et les boîtes, quoi. Ouais. Du coup, oui, ça nous a fondamentalement déprimés. Ok. Mais au final, il s'est passé un truc apparaît quelques semaines plus tard, à partir du mois de septembre. Et puis là, avec Valérien, on se lance dans une nouvelle version. Et là, vraiment, c'est là où Crisp commence à avoir ce qu'on appelle un market fit. Mhm. Voilà, Crisp, c'est le bon produit pour la bonne audience, au bon prix, etc. Et là, c'était champagne, quoi. C'est une fois qu'on a eu ça, c'était incroyable. C'est une machine bien huilée et ça marchait très bien. Donc 1 an après. Voilà, mais à ce moment-là, on a une entité juridique, mais on n'est que Valérian et moi. Et nous, après, on prend un backpack il y a juste une période où moi, je vivais avec 500 € par mois. Hein, donc, j'ai été créché chez Valérian sur son canapé. Canap', ouais. Beaucoup il plus. y avait un matelas par terre aussi à un moment. Oui, tout à fait. Oui. Et puis après, post période canap matelas chez Valérian, on a fait, ça a commencé à marcher et puis on a pu aller d'abord aux États-Unis puis à peu près partout dans le monde. Ok. Alors dans votre tête, c'était clair à ce moment-là que vous vouliez pas le levier de fonds. On est d'accord. Mais en fait, ce qui était bizarre, c'est que on était dans une époque donc où il y avait The Family, où lever de l'argent, c'était cool. Et en fait, du coup, nous, on refusait pas spécialement à lever de l'argent, on n'en avait pas spécialement besoin. Et comme il y avait cette trend de lever de l'argent, d'ailleurs, en soirée, les gens, pour se présenter, ils disaient pas... ils parlaient vite fait de leur boîte, et après, ils disaient « Et d'ailleurs, j'ai levé tant d'argent. Ouais, voilà, c'est ça. » Alors qu'on s'en fout. Mm. Et en fait, les gens, ils voulaient absolument qu'on lève. Et d'ailleurs, comme nous, on ne souhaitait pas spécialement lever, les gens, ils se disaient « Mais s'ils ne lèvent pas, Crisp, c'est qu'aucun investisseur ne veut leur donner de l'argent. Ouais. Et donc, peut-être que la boîte, elle marche pas et peut-être qu'elle va crever. » Donc, il y avait des paris sur... Je pense que dans leurs yeux, on était des losers, en fait. Hein. Voilà. Auprès de The Family et tout le cercle... Des entrepreneurs qui levaient. Ouais. Ok. Ou des personnes qui étaient dans le milieu et qui nous voyaient versus les entrepreneurs qui avaient levé, quoi. On pouvait très bien lever, en fait. C'est juste qu'on... Nous, ça nous faisait rire. On n'est pas amer vis-à-vis de ça. C'est juste, Non, on a suivi notre roadmap, ce qu'on voulait faire, sans trop regarder ça. C'est vrai que maintenant, c'est pas vu de la même manière. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de bootstrapper, on dit que bootstrapper, c'est cool. Même, d'ailleurs, il y a des médias qui demandent de nous interviewer sur ce sujet-là, et on est connu comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, d'ailleurs, Romain Dillet de TechCrunch, coucou, pourquoi vous parlez jamais des boîtes bootstrappées en fait? Et d'ailleurs, ouais, je pense qu'on était aussi dans un écosystème où les boîtes commençaient à se développer, il commençait à y avoir du capital risque, des investissements. Parce qu'à une époque, en fait, être entrepreneur, mais quelle que soit ton forme d'entrepreneuriat, c'était être un loser, hein. En France en tout cas. Je pense que t'arrivais en 2010, en fait, et tu disais t'es entrepreneur dans ta famille, les gens te disaient t'es au chômage. Ouais. Donc en fait, je pense que la phase 1, en fait, c'était finalement il y avait le capital risque, les gens qui sortaient des écoles, qui montaient des boîtes, qui levaient de l'argent, et là les médias ont commencé à vraiment en parler beaucoup, c'est devenu sexy. Donc là, dans les familles, on les voyait comme des héros, tu vois, je pense. Et les bootstrappers, c'était toujours les losers, tu sais. Et là, depuis le Covid, on est passé dans une phase où il y a moins d'investissement et à l'inverse, il y a beaucoup de bootstrappers. Parce que les bootstrappers de ces périodes-là ont prouvé qu'on pouvait faire de l'argent sans avoir levé. Et maintenant, les bootstrappers deviennent les héros. C'est un changement de modèle économique aussi. Ouais. C'est qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des types de boîtes qui n'ont pas le même système économique. Tout à fait. Quand tu bootstrap, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme faire une boulangerie ou un kebab, quoi. C'est très simple. Tu as un petit matelas qui est l'argent de tes clients, et puis avec ce matelas, t'embauches, tu fais grandir la boîte, etc. Quand tu lèves des fonds, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends de l'argent d'investisseurs qui, en contrepartie, ils viennent au capital de ta boîte. Avec cet argent-là, derrière, il faut faire développer la boîte. Donc, tu te mets en quelque sorte en dette pour faire de la croissance. Le problème, c'est que ça coûte très très cher, ce modèle de croissance. C'est-à-dire qu'une boîte qui n'a pas de croissance de base doit dépenser énormément pour croître.
Contre ça, tu crames beaucoup d'argent. Et en fait, au bout de 18 mois, en général, il n'y a plus d'argent. En fait, il faut relever. Oui, parce que comme t'es un pas rentable. surendettement. Ouais. Et après, tu relèves. Et il y a plein de boîtes comme ça en France, du style Doctolib. C'est exactement le même genre de problème. Des boîtes comme Doctolib qui ont levé beaucoup d'argent, qui ne sont pas spécialement rentables. Et post-Covid, il y a eu moins d'euphorie au niveau de l'investissement dans les startups. Et ces boîtes-là qui ont eu du mal à relever de l'argent, en fait, du jour au lendemain, elles sont obligées de se dire faut qu'on soit rentable. Ouais. Mais c'est la majorité des licornes, ouais, tu parles de Doctolib. Mais... Ouais. Oui, non, mais c'est beaucoup le cas. Ouais. Et oui, c'est un peu la crise existentielle des licornes. C'est que du jour au lendemain, ces boîtes qui étaient en mode c'est pas grave, on achète le marché, on lève, on dépense le plus possible, on devient les numéros 1. Et en fait, à un moment, quand tes investisseurs ne suivent pas, faut que tu sois rentable. Enfin, comme une boîte normale. Comme je te dis, un kebab, un resto, ta coiffeuse. C'est lié à la crise aussi, à la récession qu'on traverse en fait. Parce que en temps de récession, en fait, les boîtes cherchent à être, les investisseurs, tout ça, ils cherchent du profit, de la profitabilité, quoi. Ils cherchent plus à expand à fort coût. Et je pense que c'est logique en fait qu'on traverse cette période où les business bootstrappés et les business qui font de l'argent, en fait, même ceux qui ont levé finalement, deviennent plus intéressants. C'est un paradigme différent. C'est qu'avant, on considérait qu'une startup, il fallait privilégier la valorisation, et donc d'où les levées, etc. Et en fait, maintenant, on considère qu'aussi les revenus de la boîte sont importants. Parce que aussi, et ça, je pense que c'est qu'on a regardé le modèle américain et on s'est dit, en fait, aux États-Unis, la bulle Internet, donc des années 2000, a fait émerger des géants, genre Google. D'après, tu as Facebook qui est arrivé. Il y a Microsoft qui existait. Et c'est des boîtes qui sont tellement grosses qu'elles peuvent absorber d'autres boîtes. Donc toi, en fait, tu peux faire une boîte aux États-Unis, tu lèves des fonds, la boîte vaut, je sais pas, 50 millions, 100 millions. En fait, tu sais que tu peux potentiellement te faire racheter par des Google, etc., Microsoft. Donc le modèle, en fait, tu lèves des fonds, tu travailles à la valo, il fonctionne dans ce genre d'écosystème. Ok, ouais. Malheureusement, en Europe, on a moins ce genre d'acteurs numériques qui est, tu sais, les baleines, quoi, Ouais. qui Il y en a quand même tout ou le pas reste. Non, je j'en crois que connais tu as pas. SAP. SAP, ouais. On avait Pipedrive, mais Pipedrive, ça a été racheté. En fait, le Ouais. problème, c'est qu'en fait, en Europe, on est continuellement en train de refaire notre écosystème. Parce qu'en fait, notre écosystème, c'est une baignoire qui se vide. Ouais. Et elle part aux US. Mais alors du coup, est-ce que les entrepreneurs français pensaient à se faire racheter par des boîtes aux US? Je pense, ouais. Ouais. En partie. Et puis, de toute façon, les C'est un rêve, les hein. fonds d'investissement, c'est ce qui les intéresse derrière aussi. Ouais. Hein. Ok. En vrai, ça peut être un rêve aussi, quand tu commences ta boîte et que tu te dis, ok, si la boîte vaut 100 millions un jour et que je la vends et Ouais. que j'ai 20% de la boîte, c'est cool, quoi. Mais l'écosystème européen n'est pas comme ça. Ok. Et je pense que du coup, les business bootstrappés aussi ont pas mal de valeur en Europe en sachant ça. Parce que vu que tu as moins de chances éventuellement de te faire racheter par des boîtes locales qui sont beaucoup plus grosses que toi, tu peux rechercher plus le profit à faible Même coût. aux US, c'est un problème. Ouais, maintenant, toutes les boîtes ont ça, c'est qu'elles cherchent maintenant la rentabilité et que c'est un critère. Ouais. Mhm. C'est la question que j'allais vous poser parce que du coup, si on revient en arrière, vous êtes parti aux US en 2017, c'est ça? Oui. À ce moment-là, comment est-ce que c'est perçu le modèle bootstrappé Dans le monde anglo-saxon, notamment au UK, ils en font pas de cas. Hein. Non. Alors c'est vrai qu'aux US, ils aiment bien lever beaucoup d'argent. Il y a des boîtes bootstrappées et Après, c'est pas la même culture. non, tu sais, t'as des utilisateurs, tu fais du cash, tu sais, ils apprécient aussi, tu vois. C'est pas, il y a moins, je pense que c'est moins statutaire. C'est-à-dire, ils vont plus regarder tes métriques, ton produit, et puis surtout ton chiffre d'affaires, quoi. En Angleterre, c'est vrai que faire une boîte, c'est plus dur. Il n'y a pas le chômage. C'est vrai qu'en France, Ouais. nous, on n'a pas fait ça. On n'a pas eu besoin de chômage, parce qu'on l'aurait pas eu quoi qu'il arrive. Mais en Angleterre, il y a tellement peu de chômage qu'en fait, les entrepreneurs sont prêts à... Ils risquent pas mal. Il y a beaucoup d'entreprises très classiques bootstrappées, en fait, en Angleterre ou aux US. C'est le meilleur fonds d'investissement, c'est quoi, comment on dit? Meilleur fonds d'investissement français, c'est Pôle emploi, non? Oui. Ok. Mais ça pousse. C'est vrai que quand tu n'as pas cette sécurité de Pôle emploi, ça Ouais. pousse à réussir derrière. On connaît des entrepreneurs C'est qui ça. ont Parce que au final, si les UK. t'as le chômage et que tu te reposes que là-dessus, tu fais rien, quoi. Tu te réveilles que après 2 ans. C'est comme ça. Hein. Ok. Et alors tout à l'heure, vous parliez de Hotjar. Oui. Il y a eu d'autres boîtes qui vous ont pas inspiré, mais qui vous ont un peu aidé dans la C'est vrai que structure de Hotjar, crise. on peut en parler parce que c'est quand même un gros morceau. Ouais.
Ça a été une chance inouïe pour nous, parce qu'en fait, Hotjar, donc aussi boîte bootstrappée, et en fait... Qui est américaine ou pas maltaise. Maltaise, ok. Non pas pour des raisons d'évasion fiscale, les gars sont maltais. Ok. Donc en fait, le CEO d'Hotjar nous envoie un message par Crisp, on fait une vidéo avec lui, il dit écoutez, je fais un concours pour les petites boîtes bootstrappées, venez, je vous paye les billets d'avion, on fait un event à Malte, il y aura des intervenants du monde du bootstrap, vous rencontrez du monde et voilà. On y va. Et c'est vrai que ça a été un super moment pour nous, parce qu'en fait, vraiment pour la première fois, on voit des boîtes bootstrappées qui marchent, des gens d'un écosystème qui est pas bullshit, très très juste, très vrai, dans le concret, à nous montrer par A plus B comment faire. Et c'est vrai que ça nous a mis un coup de pied au cul énorme. Ouais. À quel niveau? C'est vrai que quand tu as des entrepreneurs qui ont bootstrappé, qui marchent, qui regardent tes stats, déjà, ils t'encouragent, ils te disent, bon, bah, les gars, c'est vrai qu'aujourd'hui, ok, c'est petit, Crisp, mais regardez vos stats de croissance. Alors qu'ils sont investisseurs, en plus. Tu le disais tout à l'heure, c'est le CEO de Hotjar qui vous disait ça. Alors non, c'était un gars qui était anciennement chez Salesforce Ventures. Ok. Et on avait des gars de Basecamp aussi. Oui, mais il y avait tout un tas vraiment de tu sais, ce qu'on pourrait appeler des personnes seniors par rapport à nous à l'époque, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup plus d'expérience, tout ça, des success stories, des gens qu'on admirait en fait en ligne, dont on avait peut-être parfois lu tu sais, les blogs, les livres, etc. Et en fait, ils étaient là, tu vois. Et ils te disent, ouais, ça c'est cool ce que tu fais, continue quoi. Reste bootstrappé. Après, c'est vrai qu'au début, nous, on n'avait pas spécialement beaucoup de boîtes similaires à la nôtre. Maintenant, on en connaît. Bon, on parlera pas d'eux là, mais on a des copains qui sont dans le même cas que nous. Il y a d'autres boîtes, en effet. Et bon, c'est ça qui est génial aussi avec Internet maintenant, c'est qu'on est un peu sur le continent Internet et que, bon, quand tu as besoin d'aide, on a des groupes. Avec Peter Levels, des groupes Telegram, où quand tu as un problème, t'envoies un message et puis... d'autres qui ont eu le même problème t'expliquent comment faire. Peter Levels, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le fondateur de Nomad List, qui est une communauté pour digital nomads. Donc lui, il a été digital nomade assez tôt par rapport au reste. Des gens qui ont été digital nomades. Des précurseurs. Précurseurs, parce que c'était bien avant le Covid, 2014, 2012, un truc comme ça. Ok. Et c'est un peu aujourd'hui l'ambassadeur du bootstrapping. Tu vois, finalement... C'est pareil, il est devenu ultra sexy après le Covid parce que c'était l'ère du bootstrapping et lui, en fait, ça faisait genre plus de 10 ans qu'il faisait du bootstrapping, quoi. Donc c'est ce gars-là. Ouais. C'est quoi les plus grosses boîtes bootstrappées aujourd'hui? Alors, le problème, c'est que parfois, les boîtes bootstrappées finissent par prendre du VC money, mais il y a eu Basecamp. Je crois que Mailchimp, pendant longtemps, ils ont été rachetés, par contre. Mais... Bon, après, le problème, c'est que souvent, les boîtes bootstrappées, à un moment, elles finissent racheter. Et Free, Iliad, en quelque sorte, à la base, c'est une boîte bootstrappée. Hein. Genre, Xveniel, c'est un bootstrapper. Je pense que de manière générale, la plupart des boîtes que tu vois dans l'économie, elles sont bootstrappées. Hein. Jusqu'à un certain moment. Des fois, c'est plus ou moins tôt. Mais non, tu regardes tous les entrepreneurs à succès, je suis sûr, des Bernard Arnault, François Pinault, tout ça. Ouais. À la base, c'est du bootstrap, en quelque sorte. Hein. Ouais. Mais c'est marrant parce que le système... Enfin, tu vois, tu parles de Xavier Niel. Je sais que vous l'avez rencontré. Je sais pas si on peut en parler, mais Crisp, ça s'est un peu inspiré de ce qu'a fait Free dans les télécoms, non? Oui, notamment au niveau du pricing. Ouais. En gros... Non, vas-y, continue. J'avais quelque chose à dire à propos de Cloudflare. Mais... Ah oui, ok. Mais en fait, le point est que... Bon, Free est arrivé en 2010 avec Free Mobile, avec cette notion de payer le SMS à l'unité, les gigas à l'unité, c'est fini. Nous, on met tout illimité. Il y aura un seul forfait et tout est illimité. En fait, on s'est un peu inspiré de ça avec Valérian pour Crisp. On a fait un plan qui s'appelle toujours Crisp Unlimited en se disant, on va mettre un tarif fixe, des usages illimités. Peut-être le plan, il sera au final un peu plus cher, mais au moins, c'est un bundle, il y a tout dedans, c'est simple à vendre. Et c'est vrai que ça a très bien marché. C'est la première fois dans le SaaS que ça se faisait. Et ça a très bien marché. Parce qu'à ce moment-là, c'était qui les concurrents de Crisp? Oh, alors là, ils sont toujours, il y en a à l'appel. Hein, une cinquantaine. Au moins. Ouais, mais les plus gros, je veux dire.
C'est Non, toujours... en fait, à l'époque, quand on commençait, je pense que moi, je regardais plutôt... quand vraiment j'avais eu l'idée, il y a 2 ans avant, en fait, c'était vraiment des boîtes comme Zopayem, par exemple, qui n'existent plus aujourd'hui, puisque en fait, ça a été racheté par Zendesk. Ok, Et le chat de Zendesk, c'est Zopayem, en fait. ok. C'était les boîtes que tu avais à l'époque. Tu avais Olark, par exemple, Qui existe encore. qui existent encore, mais en fait, c'est plus des boîtes auxquelles on pense, parce qu'elles ont des produits qui sont vraiment axés sur le live chat, en fait. Ok. C'est tout. Aujourd'hui, Crisp n'est plus du tout là-dedans. Aujourd'hui, Crisp est vraiment du multicanal. Tu peux avoir du mail, même du téléphone dans Crisp. Et le marché a beaucoup évolué et a été poussé par d'autres acteurs suite à ça, et on a suivi, en fait. On est arrivé... Non, après, on est arrivé un petit peu au même moment. On a fait Crisp à notre sauce. Ouais. Et quand on regarde ses concurrents, justement, est-ce que eux, ils sont autofinancés aussi ou pas? Non. 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 Non, quasiment aucun. Mm-mm. Aucun, et c'est pas plus mal pour nous, parce que du coup, je pense que eux, leurs investisseurs, ce qu'ils demandent, c'est vraiment ce qu'on appelle faire de l'upmarket, c'est-à-dire aller chercher de très grands comptes, avec une rentabilité. Les investisseurs, à un moment, ils veulent leur retour financier aussi. Et en fait, nous, Crisp, on a historiquement adressé un marché qui était ce qu'on appelle les SMBs, donc les TPE, les PME, startups. Et en fait, les concurrents, enfin nous, nos concurrents à l'époque, ils s'en moquaient de ce marché-là, en fait. Ok. Et justement, ça c'est un point intéressant à souligner, c'est que quand on lève, au final, il y a aussi beaucoup de pression de la part des investisseurs. Bah évidemment. Et ça, beaucoup de gens l'oublient, hein, en vrai. Tu dois faire des... Alors nous, on n'est pas dans ce cas de figure, mais on connaît des amis qui sont dans ce cas-là. Tu dois faire des reporting, Des boards, demander la permission pour certaines choses, en gros. Hein, tout n'est pas rose. Après, tout n'est pas mauvais non plus. C'est juste pas le même... c'est pas le même délire, quoi. Enfin, c'est vrai que nous, si on avait des investisseurs avec Valérian, ils pourraient criser parfois de... Ah non, mais là, j'ai envie de passer la semaine à coder ça, là. Non, là, j'ai un gros délire sur ce langage de programmation. Laisse-moi tranquille, tu vois. Mais pourquoi tu fais ça? Ouais. Bah justement, c'est intéressant ça. C'est à quel point le fait que vous ayez construit une boîte autofinancée, ça a influencé la culture de Crisp. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas de réunion chez Crisp. Non. Il n'y a pas d'objectifs. Enfin, il y a des objectifs qui sont fixés, mais On n'a pas des KPIs dignes de start-up, en effet, oui. pas de deadline en tout cas. Non, on n'aime pas ça. Et, On a appris à nos dépens que il ne faut jamais annoncer des deadlines, ouais. particulièrement aux clients. Pourquoi? C'est-à-dire? En fait, quand tu annonces des deadlines, c'est positif et négatif à la fois. En fait, quand tu as du temps, disons, et que c'est le début de ta boîte et que tu as tes journées qui sont vides et que tu peux allouer ton temps librement, que tu annonces une deadline, ça te pousse à travailler et tu cravaches du coup, parce que tu t'es commit à une personne. Ouais. Un commitment. Donc la personne, elle attend ton travail, donc tu le fais. Quand tu commences à grossir et que tu as plein de tâches en parallèle, tout ça, tu peux plus te commit en fait sur une vraie deadline quand tu promets à un client, je sais pas, une petite feature qui prend une journée à coder, tu vois. Parce que tu peux avoir des urgences en fait qui arrivent. Et le client, il va attendre que la feature, tu lui as dit genre ok, la feature elle est là demain. Beaucoup tu vois. d'imprévus. Faire une boîte maintenant, enfin faire Crisp, c'est maintenant, quand on fait une feature, il faut penser à tout un tas de choses. Ouais, Parce les que interdépendances. la loi de Murphy existe et que il faut tout préparer en amont. Un truc, une anecdote qui est assez marrante, c'est que donc on a Julien Lecoupanec qui travaillait à l'époque chez nous. Et en fait, il parlait sur Crisp à un client qui demandait une fonctionnalité qui était une intégration avec Shopify. Et Julien, il dit, mec, pas de problème, tu l'auras cette année. Et en fait, on l'a pas fait cette année-là. Le client, en fait, toutes les années, le 31 décembre au soir, il allait sur le report et était « Hey, salut Crisp, quand est-ce que j'ai ma feature ?» Et en fait, à la fin, il nous insultait parce qu'on lui a promis une fois, le pauvre garçon. Ouais. Après, bon, c'est rigolo. En fait, ça prouve que lui, finalement, il aimait beaucoup ce qu'on faisait et que il attendait qu'on deliver le truc. Mais bon, un truc qu'on a appris maintenant, c'est qu'avec le temps, les choses ne se passent jamais comme prévu. Donc, on ajoute toujours des buffers, enfin des laps de temps derrière pour savoir... Mais ceci dit, pour toute personne qui commence sa boîte, je trouve que le commitment au niveau des deadlines, c'est bien, justement. D'annoncer aux gens, genre, ok, je te ship cette feature-là dans 2 jours. Oui, parce qu'il a besoin de se développer, quoi. Là, c'est le coup de fouet, en fait, que tu te mets, en fait, à toi-même. La motivation que tu crées. On dit par rapport à ça, on dit que les promesses sont des dettes. Bah oui, c'est une dette. Ouais. Ouais. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Ouais.
Il y a d'autres... C'est un vieil adage en politique. Et donc pourquoi aussi pas de réunion? Alors, faut s'imaginer aussi qu'avec Valérian, on déteste le monde corporate. Ouais. On y a un peu baigné pendant nos alternances, respectivement. Et donc, on a assisté à des réunions et on était observateurs, on n'était pas participants dans ces réunions, parce qu'on était alternants. Et on regardait les gens, le comportement social des gens, etc. Et on sentait le malaise, tu vois. Et... En fait, on sentait que 80% des gens dans les réunions perdaient juste leur temps. 1h30 de pignolage, quoi. Exactement. À ne rien décider. Ouais. Alors, moi, j'ai adoré Orange. Mais Orange, désolé, mais dans une réunion qui fait une table qui fait 3 fois ça, il y a plein de gens autour. Franchement, il pourrait y avoir 3 personnes à la réunion. Hein. Ouais. Ouais. Et un le mail, dossier serait plié et la réunion pourrait être pliée en 15 minutes. et un Slack envoyé à tous les autres. Et au final, les gens synchroniser la passent team, leur temps, et c'est pas si caricatural ce que je dis, hein, à prévoir la prochaine réunion. Et à rien faire d'autre. Ouais, c'est dingue. Mais ça, c'est dans plein d'entreprises comme ça. Bon, au final, on peut faire des réunions chez Crisp, mais en gros, ça va se faire près d'un verre, un café, ou même parfois, on se huddle sur Slack. Et c'est Et pas puis prévu. ça quoi. se fait en 5 minutes. C'est juste, il y a un truc à trancher, c'était un peu compliqué à expliquer à l'écrit. Enfin, on a besoin d'un avis en live, on négocie le truc, et hop, c'est fait, quoi. Mais il n'y a pas besoin d'une myriade de gens. Il y a des boîtes comme ça, comme Amazon, comme je crois que c'est Tesla qui fait ça. Elon Musk a ça comme politique, en gros, que seulement les personnes strictement nécessaires doivent être là. Et c'est assez simple. C'est juste une histoire de relations interpersonnelles, en fait. Plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Donc autant avoir seulement le strict nécessaire, et comme ça, on tranche, quoi. Après, ce que fait par exemple Musk, vu que c'est un domaine de l'industrie, en fait, c'est qu'il a tendance aussi, et ça c'est très smart, à ne pas séparer le bureau d'études de la production. Donc les ingénieurs sont directement à côté des gens qui sont sur les lignes de production, et quand tu as un problème, les gens se parlent, quoi, Ouais. de manière très vite, quoi, d'humain à humain. Mm. Et t'as pas nécessairement besoin de faire de descendre les strates Mm. de management, en fait, pour aller jusqu'à l'ouvrier, de l'ingénieur à l'ouvrier, à la personne au-dessus, quoi. Le problème des réunions vraiment très classiques aussi, c'est que c'est des délais en plus. Moi, ça m'est arrivé dans les précédentes boîtes où je travaillais, où, ok, il y a eu... Les chefs de projet ont demandé quelque chose, bon, bah, je le code, et puis bah, moi, j'y vais le plus vite possible, quoi. Hein. Ouais. Bon, bah c'est fini. Ah, c'est what's next? Oula! Ah, on les met en, Oula! on les mettait en- Prochaine réunion, on verra. Je pense qu'on les mettait en stress, en fait, dans ces Moi, grands j'ai groupes, eu les une gens fois... travaillaient trop vite. Donc tout le monde était en vacances en plein été. Et j'arrive au travail et on me dit Baptiste, tout de suite réunion, il y a un grave problème. Bon, ok, donc là autour de moi j'ai que des chefs de projet. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Bon voilà, tous les développeurs sont en vacances. T'es le seul développeur Android disponible. Il y a un bug dans l'application. Faut que tu le résolves le plus vite possible. Bon, d'accord, comment on fait? Attends, faut qu'on appelle les chefs de projet à Paris. Hop, téléphone Cisco. Oui, allô Paris, est-ce que vous pouvez nous expliquer la tâche à faire? Alors oui, il y a un problème sur l'application machin truc en Pologne. Attendez, on va appeler les chefs de projet en Pologne. Hop, la Pologne. Allô la Pologne, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a un problème, machin truc. Et en fait, il y avait juste un problème dans une traduction. Ouais. Donc, jusqu'ici, j'ai 7 interlocuteurs. Ah ok, bon, bah, moi j'ouvre Android Studio, je change de truc, je génère l'APK, c'est bon chef, c'est fini. Ça m'a mis 5 minutes cette connerie. 5 minutes pour une matinée de pignolage. C'est incroyable comme inefficience. Donc c'est juste une histoire de relation, juste les gens strictement nécessaires. Ça sert à rien d'avoir toute cette strate de middle management qui ne sert strictement à rien. Ouais. Tout ça pour résumer qu'on est allergique aux réunions aujourd'hui. Ouais. Mais on a des bonnes raisons. Mm. Voilà. Non, et puis il y a aussi le... Bon, en chiffres, là, aujourd'hui, Crisp, c'est quoi? C'est 500 000 utilisateurs à peu près? Enfin, Ah, bah, plus que ça maintenant. plus mais que oui. ça, ouais. Pour un peu moins de 20 personnes dans l'équipe? Oui, mais encore, on a beaucoup de support clients. Voilà. Toi qui fais les podcasts. J'ai un chiffre que j'aime beaucoup, par exemple, c'est... J'ai pas regardé les dernières métriques, mais on doit être à 150 millions de personnes qui voient la chatbox s'afficher sur un site
quel que soit le site qui utilise Crisp. Il y a 150 millions d'affichages de chatbox par mois. Par mois? Ouais. Ok. C'est... Mais pour que ça marche, ça veut dire il faut une no bullshit policy, quoi. Désolé de l'anglicisme, mais ça veut dire même avec Valérian, le fait d'être là avec toi un podcast, c'est rare. On va pas chercher le podcast parce qu'on cherche à être efficace. Ça nous fait plaisir d'être là, bien sûr, on en a besoin, mais on va toujours chercher l'efficacité et tout est comme ça. Ça, on pourra en parler un peu après, dans une deuxième partie de conversation. Mais oui, non, pour revenir à ce que je disais, c'est que en fait, quand on est une petite équipe aussi, le management, les réunions, tout ça, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Alors ça se fait différemment. Ouais. Je veux pas dire que c'est pas du management, mais ça se fait différemment. Alors c'est peut-être de la réunion qui n'en a pas le nom, mais en gros, on essaie de faire des échanges de manière les plus rapides possibles et les plus utiles possibles. On en a déjà fait, toi et moi, des petits des sûr. points, mais c'est pas c'est rapide. Enfin, ça paraît pas être une réunion. Non. Je voulais qu'on parle aussi d'IA, parce que c'est un gros sujet pour Crisp, notamment là avec la V4. Si on peut en parler, il y a de nombreuses features IA qui sont développées en plus de celles qui existaient déjà. Quand on voit que les concurrents déploient des features IA à toute barzingue, est-ce que là, on n'a pas envie de lever justement ou de, je sais pas, d'avoir plus de fonds ou de moyens pour pouvoir s'équilibrer avec ces concurrents-là? Bon, après, ça rejoint un petit peu ce que je te disais, Léo. En fait, on n'est pas limité, Crisp, après, par... En fait, techniquement, on fait une levée par an. Crisp, c'est juste que c'est l'argent de nos clients. Ouais. On n'a pas besoin d'aller chercher du capital et de se diluer pour faire ce qu'on a envie de faire, parce que la boîte, elle marche, et que les features qu'on veut développer en AI, on les fait. Tout simplement, on achète des serveurs, on fait de la recherche, etc. Il n'y a pas de problème. Ça va plus chercher dans l'effet d'annonce. Il y a beaucoup de boîtes en ce moment qui disent on a levé tant pour faire de l'AI. En réalité, ils allaient lever quoi qu'il arrive. Ok. Et c'est juste que, en fait, comme toutes les boîtes elles font de l'AI maintenant, ils disent qu'ils font de l'AI. C'est tout. Mais, c'est plus un prétexte qu'autre chose, tu veux dire? Oui, non, mais ça tient plus de l'effet d'annonce. On n'est pas spécialement limité par l'aspect cash pour faire ce qu'on a envie de faire. Non. L'IA, aujourd'hui, ça devient aussi une commodité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se dit l'IA, c'est très compliqué, etc. Aujourd'hui, il y a des ados de 16 ans qui, sur leur PC de gaming, font tourner des IA incroyables, modifient des IA. Moi, ça me fait toujours marrer d'entendre des grands comptes dire oui, nous avons payé tel et tel consultant et tel Capgemini pour déployer telle solution d'intelligence artificielle. Bravo les gars, quoi. Installer la masse EPP et c'est plié. Ou LangChain. Là où je voulais en dire, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, ce qu'il faut juste, c'est réussir soit avoir son infra d'IA chez soi et développer des IA. Mais ça, c'est pas si compliqué que ça. Et intégrer de l'IA dans son produit. Crisp, ça fait longtemps déjà qu'on le fait, ça. On a plein d'outils qu'on a en place chez nous. Ce qui nous permet de rendre disponible dans les mains de nos clients très rapidement des IA et d'avoir un cycle de développement. Aujourd'hui, tous les mois, on développe des nouvelles fonctionnalités sur l'IA. Et notamment avec la V4, on a plusieurs grosses nouvelles fonctionnalités qui arrivent pour faire de l'AI. Mais aujourd'hui, l'AI, c'est incroyable ce qui se passe. C'est vrai que tous les modèles qui arrivent, c'est rupture technologique aussi. On a la chance qu'elles arrivent en open source. C'est-à-dire que le fait que des boîtes comme OpenAI ou Anthropic arrivent à faire des modèles exceptionnels, c'est chouette. Mais aujourd'hui, il existe les mêmes genres de technologies aussi en open source. Et ce qui est bien avec ces modèles-là, c'est que tu peux les faire tourner chez toi et les modifier. Et surtout ça qui nous intéresse, nous, c'est modifier des IA pour changer, entre guillemets, le raisonnement pour pouvoir faire des tâches très spécifiques à Crisp. Par exemple... est-ce qu'une question est une question ? Aller chercher
aller chercher les sources de vérité pour une entreprise. Ça, c'est des choses très intéressantes. On utilise des IA qu'on appelle fine-tuner, donc modifier, et qu'on fait tourner chez nous. Grosso modo, c'est une philosophie qu'on a Crisp. Il faut s'imaginer que quand on a commencé Crisp avec Valérian, on n'avait pas de thunes, pas de cash. Et donc, on cherchait l'efficience. Et donc, les serveurs, on prenait du pas cher, quoi. Plutôt que d'aller chez Amazon, on prenait DigitalOcean. Les bases de données, plutôt que d'utiliser du as a service, on les hébergeait chez nous. Et en fait, on déteste. On a une inversion à utiliser du as a service pour tout ce qui est l'hosting, et c'est pareil pour les IA. Et donc, on fait tourner les IA chez nous. Ok. Et justement, tu parlais de modèles open source. Ça, c'est une philosophie que vous avez eue dans le développement de Crisp, de justement prendre ces modèles-là pour développer les features, de partir de ces modèles-là pour retravailler dessus. Alors, c'est peut-être aussi une idéologie de gros radin, mais... Non, mais après, vu qu'on a construit toute la plateforme qui fait tourner l'IA chez Crisp, ça nous a fait plaisir de le faire. Non, mais ça permet de faire des choses qui ne sont pas disponibles chez les API des grands... chez les API, notamment de ChatGPT oui, parce qu'en fait, on a développé un système qu'on appelle Mirage, qui est en fait une API d'IA qui fournit à Crisp en fait toutes les fonctions d'IA qu'on a. Et c'est une infrastructure complète de RAG, donc qui permet de stocker d'un côté la donnée des clients pour pouvoir en faire après extraire de la donnée et puis générer des réponses qui sont qualitatives avec la donnée des clients, personnalisées pour chaque client. Et tout ça, ça tourne chez nous en interne et on a pris beaucoup de plaisir à le développer nous-mêmes. En soi, peut-être qu'on aurait dû en faire un projet open source et on aurait eu 50 000 stars sur GitHub parce que le timing était parfait. Il faut le voir un peu, certains qui connaîtront un long chain mais directement connecté à la data et au modèle d'IA. Ok. En fait, et c'est surtout que c'est asynchrone dans le sens où en fait on peut avoir plusieurs GPU, etc. Et ça va directement parler au bon GPU. Bon, derrière ce délire de geek, ça nous a permis d'avoir vraiment un truc au plus proche de Crisp. En fait, c'est quasiment dans l'infra de Crisp. Enfin, c'est juste une infra à côté de celle de Crisp, mais qui appartient à Crisp. Mm-hmm. Et c'est un toolkit pour nous hyper pratique pour pouvoir développer l'IA. En gros, l'idée, c'est que l'IA, c'est un écosystème qui est immature et qui est toujours immature. Donc les technologies, elles changent tous les 6 mois, si ce n'est moins. Et il y a des choses en fait qu'on va devoir mettre à jour fréquemment et c'est un peu sale, quoi. Les toolkits sont un peu sales, on casse des choses parfois. Il ne faut surtout pas qu'on aille toucher au cœur de Crisp quand on manipule des choses qui sont liées à l'IA. Aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'avoir des modèles qui résolvent des problèmes incroyables et vraiment de pouvoir résoudre automatiquement des réponses qu'ont des clients, ou bien juste d'assister les agents de support client. Vraiment une dizaine de modèles à peu près sur Crisp qui résolvent des tâches très très spécifiques, qui bossent tous en harmonie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a pris du temps, mais aujourd'hui qui nous permet d'avoir vraiment une vélocité sur l'IA. Et donc quand tu parlais de la concurrence qu'il avait, etc., ça ne fait vraiment pas peur. Nous, quand on a commencé Crisp, on était David contre Goliath, toujours un petit peu le cas. Ça ne fait vraiment pas peur, pas de problème. Ça, justement, ça a été plus un investissement en temps et en huile de coude, on va dire, ou en argent de lancer Mirage. Non, du temps, je pense. Du temps ? Ouais. Okay. Ça ne nous a pas coûté beaucoup d'argent, si ce n'est à un moment, au début, on faisait quand même pas mal de training, de fine-tuning de modèles, donc il y avait quand même ce qu'on appelle le training. Donc on louait des GPU, donc des cartes graphiques qui étaient assez chères à la minute pour entraîner ces modèles. Et ça, on le fait beaucoup moins aujourd'hui. Puis il y a des outils maintenant qui sont... tu parlais des adolescents qui, à 16 ans, peuvent entraîner des IA chez eux. Ouais. Maintenant, on a vraiment des outils qui sont incroyables. Au début, quand on entraînait nos IA pour Crisp, pour un modèle qui faisait 11 milliards de paramètres, il me fallait 8 NVIDIA A100. Ça nous coûtait une fortune. Aujourd'hui, il faut 1/20 de tout ça, quoi. C'est hallucinant. Donc, en l'espace de combien de temps
un an et demi. Enfin, la technologie évolue hyper vite et ça se démocratise. C'est vrai que l'IA aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise. Et comme la technologie, enfin tout ce qui était Internet au début, c'est-à-dire que avant, coder un logiciel, c'était hyper compliqué. Les frameworks n'existaient pas, les langages comme Ruby on Rails, ça n'existait pas. Enfin, fallait tout recréer. C'est un petit peu le cas aujourd'hui encore sur l'IA, mais ça se démocratise et aujourd'hui, tu fais npm install machin truc et tu peux faire de l'IA en 2 minutes, quoi. Pour comparer, c'est vrai que nous, quand on a commencé à développer nos premières web apps, donc c'était à l'apparition de Google Chrome, donc t'avais les vrais, tu pouvais commencer à faire des vraies applications dans le navigateur web, ce qui était une révolution. Hein. L'Ajax, tout ça. Il n'y avait pas de framework comme Angular ou Vue.js. Donc en fait, tu développais tes applications, et moi je l'ai fait, en jQuery. Donc tu avais des applications à la Crisp, on va dire, beaucoup plus moches, mais qui tournaient en fait de manière dynamique avec jQuery. Donc tu manipulais tes éléments d'interface, tu faisais apparaître les menus avec du jQuery. Et pour ceux qui connaissent, c'est quand même sacrément sale, quoi. Parce que c'est pas conçu pour ça à la base. Et aujourd'hui, heureusement, on a les frameworks et c'est beaucoup plus simple de le faire, quoi. De développer une application. La technologie se démocratise, surtout qu'aujourd'hui, maintenant, avec l'IA et des éditeurs de texte, des éditeurs de code, genre moi j'utilise Cursor AI. Franchement, c'est comme si il y avait 10 Baptistes avec moi, quoi. Genre, je vais beaucoup plus vite. Un truc aussi qu'on n'a pas mentionné avec Valérian, c'est que donc, avec Valérian, c'est vrai que tous les deux, on code beaucoup. C'est là où on est doué. Donc on essaie de déléguer les trucs sur lesquels on est moins doué. Donc, par exemple, il y a plein d'entrepreneurs qui font des podcasts et qui adorent ça. Bah, nous, on a recruté Léo. Et il est très fort à ça. Oui. Il y a aussi un autre truc, c'est pour le refactoring. Vous avez créé une... J'ai demandé à Antoine avant des petites anecdotes. Vous avez créé une espèce de moulinette pour faire passer votre code dedans. Pourquoi tu me regardes? Parce qu'en fait, on a un truc, c'est que surtout Valérian, et Valérian il aime bien le code qui est bien propre. En fait, moi, je suis plus freestyle. Ouais. Pour moi, le code, c'est de la poésie, quoi. Voilà. Moi, je suis prêt d'aller directement au résultat. Après, ceci dit, je comprends le point de vue de Valérian et faut que tout le monde s'y plie. Le truc, c'est que Valérian, sur les merge requests, en fonction de comment il est luné, parfois ça passe, parfois ça passe pas. C'est pas tout à fait vrai, mais bon. Oui, je caricature évidemment. Mais en tout cas, je comprends que pour lui, faire des merge requests et les valider et qu'il manque telle ou telle chose, ça le saoule que ce soit des trucs récurrents. J'insiste sur ce truc récurrent. Donc en fait, on a fait avec Elliot chez nous une moulinette, qui est un peu la moulinette Valérian. En fait, on a extrapolé, on a fait 150 règles extrapolées de toutes les de Valérian, quoi. C'est un peu Valérian AI. Et en fait, à chaque fois qu'on code, c'est un peu comme si on avait un Valérian derrière un autre cul qui dit tiens, il manque ça. Il manque un commentaire là. Ça simplifie ma vie, oui. Comment vous avez fait pour faire ça? Eh ben en fait, on a un code style, c'est vrai que chez Crisp qui est particulier. Moi que j'aime bien. Et en fait, on a demandé, donc à l'époque, il n'y avait pas Claude AI, donc on a fait que ChatGPT, GPT-4. On a demandé, c'est quoi ce qui est particulier avec ce code style? Donc là, il dit, ah bah tiens, tous les égales sont alignés. D'accord. J'aurais pu vous faire une liste aussi de ce qu'il y a dans ma tête. Non, mais et donc du coup, on a fait une règle qui aligne tous les égales. Enfin, tous ces petits trucs, en fait, petit à petit, on a fait des règles auto-codées par l'IA. Et d'ailleurs, même nous, on a d'autres devs dans l'équipe. Quand quelqu'un remarque quelque chose qui n'est pas conforme, en fait, on fait une règle à chaque fois. Ce qui fait que même aujourd'hui, c'est génial, parce que moi qui utilise beaucoup l'IA pour coder, quand l'IA, elle me fait un code, c'est pas, désolé du terme, c'est quoi. Oui, si vous êtes choqué, c'est juste une référence à Grammaire nazi. Je crois qu'il faudra biper parce que les vidéos, elles sont... Ah oui, c'est pas propre. C'est pas très très propre. Et c'est pas NZ. Voilà. C'est pas propre. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que Cursor AI me génère le code. Et en fait, derrière, notre deuxième AI nous préformate tout conforme Valérian, quoi. Ok. Après, il y a une raison sur je dirais sur les code styles, et on peut en reparler, mais plus tu as des développeurs dans l'équipe, plus les façons de coder, en fait, elles bifurquent.
Il y a l'algorithmie, c'est une chose, mais il y a aussi le style de code, la façon d'écrire les commentaires, d'aligner les choses, etc. Et en fait, c'est important pour que Baptiste touche à mon code ou que je touche au code de Baptiste. En fait, c'est comme si moi je l'avais fait. Enfin, c'est comme si quand Baptiste code, c'est moi qui code et quand moi je code, c'est Baptiste qui code, quoi. Parce que sinon, en fait, l'autre stratégie, tu crées des bugs en fait si tu fais pas ça, ou ça complexifie la modification du code pour tout le monde. L'autre stratégie, en fait, si tu implémentes pas ces règles communes, comme dans la société, c'est que chacun vive en fait dans son coin et manipule ses projets de manière isolée. Et en fait, moi, je touche pas au code des autres, et tu vois, et c'est pas poreux, quoi. Et ça, c'est un problème. Donc en fait, il faut forcément des règles communes. Par exemple, des boîtes comme Airbnb, quand tu prends ce qu'on appelle un linter, donc c'est un programme qui vient vérifier les règles de style de code sur une base de code. Airbnb, par exemple, a publié son style de code JavaScript. Et donc, tu as des règles ESLint, donc c'est le linter, le programme, que tu peux installer et qui sont les règles d'Airbnb. Donc, tu codes comme les gens de chez Airbnb avec ça. Et donc, les développeurs qui rejoignent Airbnb doivent se plier à ça ? A priori, oui. Et hier, à 42, il y a ça. Et moi, quand j'étais à 42, je pense que c'est toujours le cas, il y avait la Norminette. D'ailleurs, ils ont un chat à 42 qui s'appelle Norminet. C'est une référence à la Norminette. Et la Norminette, en gros, vérifie tous tes codes. Et en gros, tu auras 0 si tu t'y conformes pas, quoi. Donc la Norminette, je crois que c'était 5 fonctions par fichier, 80 caractères par ligne, pas plus de 25 lignes par fonction, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et du coup, tout le monde code pareil. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prof à 42. Et comme il n'y a pas de prof, c'est les étudiants qui se corrigent entre eux. Et en fait, du coup, comme tout le monde se plie à la même norme, alors déjà, c'est un exercice intellectuel qui est intéressant. Et en plus, comme tout le monde se plie à la même norme, c'est assez facile de corriger les autres. Ok. Et cette Norminette, c'est juste pour apprendre à respecter la règle. C'est pas. C'est un validateur de code. Ouais. Et en gros, les exercices à 42 sont vérifiés. Ton code est vérifié par cette Norminette-là. Okay. Si ça ne marche pas, s'il y a une erreur, c'est pas validé. T'as 0, tu recommences. Ok. Mais c'est très similaire à quand on t'apprend à écrire des lettres en français. On te dit de tabuler au début des paragraphes. Mettre un espace, mettre un espace avant un point d'interrogation, alors que tu vois en anglais tu n'en mets pas. C'est ça les règles de style en fait. Dans le journalisme on appelle ça l'édition. Ouais. Et en fait dans le code chez certaines personnes c'est inexistant, chez nous c'est existant pour cette raison-là, quoi. Existant plus. Plus ouais. plus. On va dire le mot interdit. Il y a beaucoup de boîtes pour qui c'est pas du tout le cas. Moi j'en ai vu, oui, après dans les boîtes qu'on a côtoyées dans le passé, oui, j'ai fait des choses. Il y a beaucoup de boîtes freestyle, même en start-up. Notamment en JavaScript. Une boîte dont on ne dira pas le nom, mais j'ai vu un de leurs stagiaires qui dit « Ah oui, je recode tel truc de monitoring qui est utilisé en production et je le réimplémente. » Et là, je vois le code et... Oh putain. Tu te dis que toute la boîte est conçue sur ce truc-là et j'étais... Oh mon Dieu, c'est pas possible. Après, c'est vrai que nous, avec Valérian, c'est important pour nous que les choses elles soient bien faites. Même toi, tu vois, tes vidéos, tu pourras les faire plus à l'arrache, quoi. Ouais. T'aimes pas ça. Non. Et en fait, chez Crisp, on a ce truc-là où on aime bien aller chercher le dernier carat de tout, quoi. Et on se dit que si c'était des gens de la vallée qui l'avaient fait, ils auraient fait aussi bien. C'est la mentalité pixel perfect, c'est ça ? Ouais. Exactement. En fait, on avait. Pour pas dire l'autre mot. À l'époque du début de Crisp, on avait une comparaison. C'est quand on faisait une feature, on avait un peu Slack comme référence et on se disait, ok, si c'était Slack, si on codait Slack, est-ce que Slack aurait fait ça comme ça, tu vois, genre là, genre le radius sur ce carré-là, est-ce que ce serait genre 10 pixels ou 5 pixels, tu vois. En gros, on se basait toujours sur qu'est-ce que les autres dans la vallée auraient pensé, tu vois, auraient décidé à notre place. Ok. Pour avoir une certaine mesure du contrôle qualité, quoi. C'est hyper intéressant. Et c'est important de se définir aussi des standards assez hauts pour soi. Pas trop haut, mais bon, on pourra en reparler juste après. Après, il ne faut pas être déçu de soi-même, mais des standards réalistes et j'imagine, toi, tu fais pareil, tu t'inspires de youtubeurs, etc. Ouais. Tu te dis, si j'arrivais... regarde, là, le petit néon derrière, les lumières. T'as bien vu avant comment voilà, il y a plein de boîtes, elles font pas ça. Une webcam, un recording mais tu Zoom, peux tomber dans le piège du perfectionniste, avec des gros guillemets, mais du coup de pas avancer et de pas déployer. Ouais, mais on pourra en parler après.
juste après, là, je voulais juste vous demander, c'est quoi la suite là du coup pour Crisp? Comment est-ce que vous voyez le développement de Crisp par rapport au bootstrapping, etc. Eh ben, le bootstrapping. Il y a des gens qui nous disent vous voulez pas lever un peu? On a des VC qui nous harcèlent, c'est horrible. Ouais. Ça nous est déjà arrivé une fois. Avoir des VC à force de rejeter les emails, etc., de pas répondre. Du coup, on est à Nantes. C'est des VC qui sont à la base aux États-Unis. Hein. On est à Nantes. On va se voir maintenant. Il va falloir. On vous paye le resto. Oui. Allez. Et c'est pas rare, ce Ouais. genre de truc. Oui. Ok. On reçoit des cadeaux par la poste, parfois. C'est assez rigolo, oui. Vous avez remarqué une évolution des mentalités au niveau des VC justement ou pas? Par rapport aux boîtes autofinancées qui grossissent. Alors, c'est pas les VC qui changent de mentalité, parce que les VC, eux, ils ont leur roadmap. Leur roadmap, c'est de trouver des boîtes au début ou en croissance et d'investir dedans pour espérer un jour qu'elles fassent une exit ou une IPO. C'est comme ça, c'est le modèle économique des VC. Un VC n'est pas intéressé par définition par des boîtes qui ont notre modèle à nous. Donc les VC, ils ne changent pas spécialement de regard. Là où ça change, c'est plutôt le regard en France de l'écosystème. Parce qu'il faut se dire, avec Valérian, à quel point on était vu comme deux tocards en 2015-2016, parce qu'on ne levait pas de fonds. Aujourd'hui, c'est bien vu de ne pas lever de fonds, d'être bootstrap. Voilà, il y a même un terme pour ça, quoi. Ce qui est assez marrant, alors qu'en fait, c'est juste la normalité. Il n'y a pas un terme pour les boîtes qui lèvent des fonds. On dit boîtes qui lèvent des fonds, elles n'ont pas leur... Venture backed. Ouais. Mais en français, je En crois. vrai, Les VC bros. les startups, moi quand je pense startup ou quand je pensais startup avant, je me disais ils ont levé, tu vois. Enfin, être une startup, ça signifie avoir levé de l'argent pour grossir très vite, etc. Et pourquoi ? Sûrement parce que la majorité au début ont levé, tu Bon, vois. alors, il faut se dire aussi qu'il y avait un truc, on parlait... la question tout à l'heure était intéressante. Tu te dis, oui, pour faire de l'IA, il doit falloir lever de l'argent. Mais c'est exactement le même truc. Au début, vraiment, de la bulle Internet, fallait lever de l'argent pour pouvoir se développer parce que ça coûtait cher fallait tout de suite voir plein d'ingénieurs pour coder un produit. Rien que tes serveurs. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est pas cher tout ça. Créer du logiciel, c'est pas cher. Créer de l'IA, c'est pas très cher. Par contre, c'est vrai que dans des modèles plus industriels, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de boîtes industrielles et de VC qui mettent de l'argent dans des secteurs plus novateurs, quoi. Et dans le besoin. Du logiciel. Ouais, exactement. Oui. Ouais, bien sûr. Oui, parce que... Oui, totalement. Le but de cette vidéo, c'est pas de dire il faut faire des boîtes autofinancées. Non, je pense qu'il y a des secteurs... On n'est pas dogmatique à ce sujet. Et d'ailleurs, on aime bien nous dire, alors, VC, pas VC, allez, tracher un peu. Ouais. On s'en fiche, en fait. Après, nous-mêmes, à titre personnel, on investit dans des boîtes, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on s'investit. On voit les deux modèles. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis, si vous levez de l'argent, faut pas le faire pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire la recherche du statut ou parce que tout le monde te pousse à lever. T'as besoin d'argent ou t'as pas besoin d'argent en fait pour faire ta croissance. Quoi. Exactement. C'est ça au final. Ouais. C'est une belle conclusion de cette partie.